Bonjour, Nedir Jama. Grande expérience dans l'enseignement de la physique au lycée, à l'université, et parfois des cours particuliers. Je vous proposerai dorénavant sur YouTube une série de cours sur la physique pour les 3 paliers. Pour la seconde, la classe de seconde, la classe de première et la classe de terminale. À bientôt. À travers un exemple historique d'un lancer de poids en 1990, que je représente ici schématiquement sur ce sommet graphe, le lanceur arrive à lancer son poids jusqu'au point M. Ici, nous avons la cage, où il est à l'intérieur, la cage de diamètre 2,14 mètres. Il y a, à la sortie, il y a un butoir, il pose son pied à l'arrêt, et il va lancer son poids pour la plus grande portée. Nous avons la distance de la portée qui est calculée, mesurée, pas calculée, mesurée à partir de C, du centre de la cage, c'est-à-dire que Cm, c'est une distance D, c'est celle-là qui représente la portée qui est d'une distance de 23,12 mètres. C'était le record à cette période. Alors, si je schématise dans un repère X, Y, Z, Z c'est le repère, dans ce schéma, c'est le repère vertical, X c'est le repère horizontal, et Y c'est l'autre repère horizontal qui est orthonormal, qui est perpendiculaire à X, et ils sont tous orthonormaux, perpendiculaires l'un à l'autre. Les trois axes ce sont des axes avec un vecteur unitaire pour X, c'est le vecteur unitaire petit I, pour Z, c'est le vecteur unitaire petit k, et dans ce cas-là, pour Y, je ne l'ai pas dessiné ici, c'est J, petit j, IJK, le repère IJK. Alors, il s'avère que nous avons le centre de la cage, à partir de là qu'on va calculer la portée, de là où va arriver le poids. Il y a, c'est le centre du cercle, donc de C à B, nous avons, c'est le rayon de la cage, puisqu'on a le diamètre de la cage, on l'a ici, 2,14. Et puis il y a une petite distance qui sera BO, c'est la main, c'est-à-dire la distance de la main par rapport au point B au lâcher. Quand il va lâcher, il va jeter, il va lâcher le poids. Le poids part à une vitesse V0 avec un angle qui est égal à alpha qui est égal à 45 degrés. La main de l'athlète se trouve au point A qui est égal à une hauteur d'homme, donc à une hauteur H qui est égale à OA égale H égale 2 mètres, donc d'une hauteur de 2 mètres. Donc sur l'axe des Z à une hauteur de 2 mètres. Nous allons étudier ce mouvement. Premièrement, on va voir le choix du modèle. Premièrement, le choix d'un modèle pour l'étude. Le choix d'un modèle. Ça, c'est le premier paragraphe, la première partie. Nous allons, avant de commencer, estimer la valeur des frottements dus à l'air. Est-ce qu'on doit tenir compte ou pas? Parce que, si on doit tenir compte de ces frottements ou pas. Donc, nous allons étudier, calculer
la résultante des forces de frottement qu'on va comparer au poids. On va voir si elle est négligeable ou pas. Si elle est négligeable, donc on suppose que c'est une masse qui est libre, qui respecte les lois de conservation, etc. Donc ici, je vais déterminer la résultante des forces de frottement. On nous donne l'expression qui exprime ces frottements-là. Bon, on nous la donne, donc on n'a pas à nous casser la tête, on va l'utiliser pour calculer ces frottements. Cette expression, c'est la résultante de toutes les forces de frottement. Cette expression, c'est R égale 1/2 de ρ, nous allons expliciter tout ça, de ρ fois Cx fois S fois V carré. C'est l'expression qui exprime les frottements que rencontre ce poids. Avec, si j'écris bien, avec ρ, donc je vais expliciter chacun des éléments de cette expression-là. ρ, c'est la masse volumique de l'air, c'est 1,29 kg par mètre cube, 1 moins mètre cube, ça c'est la masse volumique de l'air. S, c'est la surface en contact de la masse du poids qui est circulaire. Donc c'est égal à 1,13, ça ce sont des données du problème, 10 puissance moins 2 mètres carrés. Nous avons un facteur aussi qui dépend du phénomène physique, là, donc c'est Cx, ça vous le donne, qui est un paramètre qui est égal à 0,50 SI. SI représente système international, c'est-à-dire qu'il correspond d'ailleurs à toutes nos unités qu'on utilise. C'est-à-dire elles peuvent entrer dans les équations, etc., dans les expressions de calcul et tout. Et V, c'est la valeur de la vitesse de ce poids. Ici, qui est égal à 10 mètres par seconde moins 1. Donc, on peut facilement calculer la résistance et la comparer au poids. Parce que si je dois calculer cette résistance pour la comparer au poids, donc pour montrer que l'on peut négliger la résistance, la résultante, ça c'est une résultante de la résultante des frottements, il faut la calculer ainsi que le poids de cette masse. Pour une comparaison. Voilà, donc on va calculer la résultante R
de ces frottements. Alors, on avait dit que c'est égal à 1/2 de rho, c'est x fois s fois la vitesse au carré. Si je remplace par toutes les valeurs, j'aurai 1/2 fois 1,29 kg mètre par mètre moins par mètre cube, que multiplie par 0,50, SI, donc c'est des unités internationales, multiplié par 1,15, je remplace les valeurs de tous ces symboles, 1,13, là j'ai écrit 15, bon, 1,13, 10 puissance moins 2 mètres carrés par la vitesse qui est 10 mètres par seconde moins 1 au carré. Après calcul, on va trouver, après le calcul tout ça, on va trouver c'est égal à 0,36 newton. Maintenant, passons au poids. Le poids, c'est P égale mg. Le poids nous est donné, c'est la masse, non, le poids, on va le calculer, bon, il nous est donné, on a G, on a M, donc M, on a la masse qui est égale, on a vu que la masse est égale à 7,26 kg, qui multiplie par G, qui est égal à 9,8 mètres par seconde moins 2. Après calcul, on va trouver que c'est égal à 71 newtons. C'est simple, déjà on voit 0,36, c'est même pas 1 newton, et là 71. On voit déjà visiblement que c'est vraiment très loin, qu'on peut négliger les frottements comme s'ils n'existaient pas, donc on peut utiliser les lois de conservation de l'énergie, etc. pour notre problème. Bon, nous quand même on va faire le rapport, P sur R. P sur R, pour voir comme P sur R, donc j'aurai 71 newtons, sur R qui est égal à 0,36 newton. Bon, ici les newtons se simplifient, j'aurai égal à presque 200. Donc, le poids est presque égal à 200 fois la valeur de la résultante des frottements. Donc, je peux considérer que le poids est très grand par rapport à R, donc je néglige, je néglige ces frottements, donc je néglige ces frottements. On a répondu à la première question. Voilà, nous allons passer à l'étude du mouvement. Nous allons passer à l'étude du mouvement, j'appellerai de étude du mouvement. Premièrement, en A, premier A, on va déterminer les équations horaires du mouvement. Équation du mouvement. Donc on va voir comment évolue le mouvement à travers le temps. Ici, nous considérons notre système d'études, c'est le système, c'est quoi? Le système, c'est... Notre système, c'est... Le système, c'est... Le poids. Le poids qu'on lance, c'est ça le système qu'on va étudier. Et le référentiel qu'on va utiliser, c'est le référentiel terrestre qu'on va supposer galiléen. En réalité, bon, on suppose que c'est dans la journée, donc qui ne fait pas
qu'il est toujours en mouvement, que la Terre est en mouvement rectiligne, pas circulaire. Donc c'est pour ça que dans cette approximation du journée, c'est le référentiel terrestre. Supposé galiléen. Donc, nous avons, c'est ça notre base d'étude. Alors, on va utiliser, pour commencer, on va utiliser la deuxième loi de Newton. Appliquée au centre de masse de ce poids. Le centre de masse ou le centre de gravité, comme vous voulez, centre de masse de ce poids. De ce poids. Je sais que d'après cette deuxième loi, c'est m, la masse qui multiplie, c'est la force, par l'accélération, est égale, ici, à mg. Je trace, pour comprendre, pour mieux voir les choses. Donc là, j'ai tracé le référentiel, le repère, x, y, z. Nous voyons l'axe des x, l'axe des y, et l'axe vertical des z. G, l'accélération terrestre, l'accélération, la gravitation, et suivant le sens du schéma là, le sens du schéma, nous avons G par rapport qui est seulement sur l'axe des z. Je n'ai une accélération que dans l'axe des z. Là, on peut deviner déjà la nature du mouvement. Or, donc on a utilisé donc la deuxième loi de Newton, m fois a, l'accélération est égale à mg, donc cela me donne que l'accélération en réalité, c'est la valeur, c'est g. Je vais projeter cette valeur-là de g sur les trois axes. Je projette G dans le repère au centre, ici le centre du repère, I, vecteur unitaire suivant l'axe des x, J, vecteur unitaire suivant l'axe des y, et K, vecteur unitaire suivant l'axe des z. Donc en projetant A, l'accélération, je projette l'accélération A sur ces trois axes. Pour avoir les composantes dans le repère, j'aurai le vecteur A suivant x. J'appelle la composante de A à x suivant le temps. Sur x, c'est égal à 0, parce que sur x, je n'ai rien. Je n'ai pas d'accélération, l'accélération n'est que suivant z. Donc, AY suivant t, c'est égal à 0. Et AZ, par rapport au temps t, c'est égal à g, à moins, c'est-à-dire à moins g parce qu'elle est en sens inverse, elle est négative par rapport à l'axe des z, à moins g.
égal à moins g. Donc à partir de cette relation, de ces expressions de l'accélération, là, elle est suivant un axe. Je le répète, c'est suivant l'axe des z, elle est verticale. En sens inverse par rapport à l'axe. Je vais, en intégrant ces trois expressions, nous allons d'abord passer par la vitesse, et c'est l'expression horaire de la vitesse, et puis on va intégrer encore pour trouver l'expression de la position horaire, c'est-à-dire en fonction du temps. Donc, en intégrant et en tenant compte, évidemment, je vous le laisse le penser, en tenant compte des conditions initiales. C'est elles qui vont déterminer l'expression exacte des expressions horaires. En tenant compte des expressions, des conditions, je veux dire, des conditions initiales. Ces conditions initiales premièrement pour la position. Position initiale. C'est-à-dire AT égale 0. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le vecteur OA. Le vecteur OA, c'est celui-là. C'est de là à là. C'est-à-dire à la position là. Sur X, c'est 0. Sur Y, c'est 0. Nous avons la valeur de la position à t égale 0 qui se trouve que sur Z. Alors donc, sur X, ce que j'appellerais X0, c'est égal à 0, Y0, c'est égal à 0, et Z0, c'est égal à cette hauteur-là, se trouve là, à OA, donc la valeur H, plus H. Pour la vitesse, nous allons exprimer de la même façon. Pour la vitesse initiale, donc toujours AT égale 0, j'aurai V0, le vecteur vitesse du lancer du poids, qui serait égal, les trois composantes seraient V0x V0y et V0z que nous allons déterminer en projetant sur l'axe. Je vais projeter, on va projeter parce que le vecteur il existe. Je vais tracer mon repère. Donc,
Voilà. J'ai repris le schéma du repère. Donc Z, X et Y. On voit que le mouvement il est plan, il est uniquement presque là sur Z et X. Voilà le vecteur vitesse initiale, V0. La masse, le poids a été lancé à ce point à une vitesse V0. Donc la trajectoire on va voir ce qu'elle va faire. Alors, pour pouvoir déterminer les composantes du vecteur initial, vitesse initiale, pour exprimer V0x, V0y, V0z. Nous allons projeter ce vecteur sur les trois axes. Ce vecteur sur l'axe des z, sur l'axe des x et sur l'axe des y. Et nous allons exprimer cette valeur-là. Sur l'axe des z, donc je vais projeter, sur l'axe des z, je vais projeter ce vecteur perpendiculairement sur l'axe des z. J'aurai cette composante, ça sera V0z. Sur l'axe des x, je vais projeter perpendiculairement à l'axe des x, ce sera ici ou là, bon, peu importe, c'est bon, on va garder c'est la même chose. Là, j'aurai la composante V0x. Et sur l'axe des y, elle n'existe pas. C'est V0y égale, je peux à l'avance écrire c'est égal à 0. Maintenant je vais projeter ces vecteurs-là. Là, la projection de V0 sur l'axe Z va me donner V0Z, qu'on retrouve ici. La projection de V0 sur l'axe des X, l'axe horizontal, on va retrouver la composante V0X, elle sera ici. V0X. V0x, la voilà. Donc, V0x et V0z. Connaissant la valeur, maintenant déterminons ces valeurs-là. On avait dit que V0y n'a aucune projection, c'est nul. C'est sur seulement x et z. Je vais déterminer la composante V0Z. Si je fais V07, déterminant V07, si je fais sinus alpha, sinus de cet angle-là, alpha, sinus alpha, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse qui est V0. Donc c'est égal sur le côté opposé sur l'hypoténuse. Autrement, c'est égal à V0, le côté opposé c'est V0Z, et sur l'hypoténuse c'est V0. Donc, je peux écrire que V0Z est égal à V0 sinus alpha. Faisons la même chose pour V0x. V0x. C'est égal. Ici, c'est le côté adjacent, donc on va faire à un cosinus. Cosinus alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Je l'écris là, c'est la même chose. Donc, c'est égal, côté adjacent à l'angle, c'est V0x
sur V0. Autrement dit, V0x est égal à V0 cosinus alpha. Donc, si je dois écrire les composantes du vecteur vitesse, les composantes du vecteur V0, du vecteur vitesse initiale à t égale 0, j'aurai V0x qui est égal à V0 cosinus alpha, V0y qui est égal à 0 parce que la projection c'est nul, et V0 z qui est égal à V0 sinus alpha. Nous avons les composantes horaires du vecteur. Nous avons les conditions initiales. Non. Nous avons les conditions initiales. Nous avons les composantes du vecteur vitesse initiale. Donc les composantes initiales sur chaque axe. Nous avons la position et nous avons, si j'appelle ça la position A, les expressions A, j'ai l'expression B, par exemple. Donc là, j'ai résumé les conditions initiales pour OA. La position initiale du poids, comme le montre ce schéma, suivant l'axe des Z, il se trouve ici. Donc OA, j'ai pour X 0, c'est égal à 0. Pour Y, c'est à 0. Et pour Z, il se trouve à cette distance Z0 qui correspond à OA qui est égal à H. Pour la vitesse initiale V0, c'est celle-là. Donc, sur la composante sur X, V0X, la composante sur les axes des X, horizontale, c'est V0, on a calculé V0 cosinus alpha. V0Y, elle n'existe pas. C'est un mouvement, on voit que c'est un mouvement entre Z et l'axe des Z et l'axe des X. Celui-là, c'est l'axe des X. Donc V0X, on a dit, c'est V0 cosinus alpha. V0Y, c'est égal à 0. Et V0 Z, c'est le sinus, le côté opposé, c'est le sinus alpha. Et l'accélération, elle est là, l'accélération, c'est une constante. C'est une constante uniquement suivant Z. C'est AZ qui est égal à moins G. Voilà. Donc, nous allons maintenant nous allons exprimer des équations horaires de ce poids. Donc, on va intégrer par intégration successive, nous allons atteindre ces équations horaires. Alors, je commence par l'accélération AX. AX, on a dit, par rapport à ça, est égal à 0. C'est aussi égal à d de Vx de t, l'expression de t, sur dt. Cela veut dire que dvx de t est égal à 0 fois dt, donc c'est égal à 0. Donc, dvx de t est égal à 0. J'intègre là. J'aurai Vx de t est égal à une constante que j'appelle C1. Parce que l'intégration, la primitive de 0, c'est une constante.
c'est cette constante-là. On va déterminer grâce aux conditions initiales, nous allons déterminer cette constante et puis toutes les autres constantes qu'on va avoir, parce qu'on va refaire le même schéma de calcul pour Y, pour Z. Grâce aux conditions initiales, sachant que à t égale 0, Vx 0 est égal à V0 cosinus alpha. Le voilà. Je le réécris en mieux là, c'est-à-dire que j'aurai Vx de t est égal à V0 cosinus alpha. Vx de t est une constante. Et constant, suivant l'axe des x, j'ai un mouvement sur l'axe des x. Sur cet axe-là, j'ai un mouvement uniforme. Quand vous projetez, ou là vous regardez d'en haut, vous allez voir le mobile, ou d'en bas, vous allez voir le mobile se déplacer avec un mouvement uniforme. Vous allez voir avec un mouvement uniforme. Donc la vitesse, elle est constante et correspond à V0 cosinus alpha. La vitesse par rapport à x. Nous allons voir maintenant pour y. À y, l'accélération est égale à 0. Donc, j'aurai AY égale 0, ça sera égal à la dérivée, c'est l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, dv y de t sur dt. Là aussi, je peux dire que dv y de t est égal à 0. J'intègre, j'aurai vy de t, la primitive de 0, c'est toujours une constante, je l'appelle la constante C2. Les conditions initiales vont me donner la valeur de C2 pour pouvoir avoir l'expression. Les conditions initiales me donnent, c'est ça, V0Y égale à t égale 0, donc Vy de t sera égal à combien? À 0. D'où c'est égal à C2. Donc C2 égale 0. Je peux dire que l'équation sur y, Vy de t est égale 0. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de mouvement suivant y. Et c'est logique. On peut le voir dès le début, parce que le mouvement se fait sur le plan x et z. Voilà. Nous allons procéder à la même chose avec l'autre axe qui est z. Comme on a fait pour l'axe des x et l'axe des y, on va faire la même chose pour l'axe des z, pour l'expression horaire de la vitesse. Ici, pour l'axe des z, nous avons, donc on sait que AZ, d'après AZ est égal, AZ est une constante, c'est égal à moins g. Sachant que AZ, l'accélération suivant z, AZ c'est égal à moins g, et c'est aussi égal à la dérivée de la vitesse suivante en fonction du temps par rapport à dt. Donc j'aurai dvz par rapport au temps qui serait égal à moins g dt. Nous allons intégrer, intégration, donc on va chercher la primitive
la primitive de cette expression-là, on va intégrer, on aura V de Z t est égal à moins G t plus une constante qu'on va déterminer aussi avec les conditions initiales. Les conditions initiales, elles sont conditions initiales, c'est quoi? C'est V de Z à t égale 0, donc égale moins G fois 0 plus C3. On sait que VZ0, c'est égal, on l'a trouvé dans les conditions initiales, c'est-à-dire ici, c'est égal à V0 sinus alpha qui est égal à C3. Donc, C3, c'est égal à V0 sinus alpha. D'où l'expression horaire de la vitesse suivant Z, c'est Vz de t qui est égal à moins G de t plus V0 sinus alpha. Donc nous avons ici exprimé, si je rappelle, maintenant exprimé suivant les axes. Suivant les axes, je vais exprimer l'équation horaire de la vitesse. Je vais réécrire, je vais les rassembler. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Vx de t, c'est égal à V0 cosinus alpha, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Vy de t, c'est égal à 0. Et enfin, ce qu'on vient de faire, c'est V de Z de t qui est égal à moins G de t plus V0 sinus alpha. Cela, c'est les expressions horaires suivant les axes, les trois axes X, Y et Z. Voilà, donc nous avons les expressions de vecteurs vitesse suivant le temps, suivant les trois axes. Maintenant, avec ça, on va encore faire des intégrations pour remonter à la position. Sachant, par exemple, je vais commencer par l'expression V de X de t. C'est quoi là l'expression Vx de t? C'est quoi? C'est la dérivée du vecteur position x suivant x sur dt. Là, cela me représente donc j'ai utilisé cette expression-là, dvx de t. Donc, j'aurai Vx de t qui est égal à V0 cosinus alpha qui est égal à dx, la dérivée sur le temps. Donc Vx de t, c'est ça, c'est V0 égale sur dx sur dt. Donc Vx de t est égal à V0 dx sur dt. Alors là aussi, donc je pourrais écrire que dx de t, c'est égal à V0 cosinus alpha. Moi, je mets une parenthèse ici pour ne pas confondre avec dt, là. Donc, voilà. C'est v dx de t serait égal à ça. J'intègre, intégration. J'intègre, j'aurai
x de t serait égal à V0 cosinus alpha facteur de t plus une constante K1. À chaque fois qu'on intègre, donc il y a toujours une constante qui apparaît, c'est à une constante près. Condition initiale, on va déterminer K1. Donc les conditions initiales, t égale 0, x de t est égal à x0, c'est égal à 0. D'après ce qu'on a fait dans l'autre x0 égale 0. Hein? À t égale 0, l'objet est là, x est égal, on voit sur le graphe que à t égale 0, x est égal à 0 parce qu'il est là, c'est la projection, le point est là. Tandis que z, j'ai une valeur, y, j'ai pas. Voilà, d'où x de t égale 0, d'où j'aurai 0 égale V0 cosinus alpha fois 0 plus K1. Donc on voit que K1 est égal à 0. Donc l'expression de la position t, c'est x de t qui est égal à V0 cosinus alpha de t. Voilà, maintenant je vais faire la même chose, puisque j'ai trouvé l'expression de la position par rapport au temps sur l'axe des x, la projection. Je vais faire la même chose pour y. Je sais que Vy de t, Vy de t est égal à dy de t sur dt, et ceci, Vy de t est égal à 0, suivant ce qu'on a trouvé. On avait fait les équations horaires de la vitesse. Vy de t égale 0. Donc ici, je vais pouvoir écrire que dy de t, y de t, c'est égal à 0. J'intègre, j'aurai y de t est égal à une constante K2 qu'on va déterminer toujours avec les conditions initiales. C'est-à-dire à t égale 0, j'aurai y0 serait égal à y0 serait égal à 0. Comme on a vu dans le tableau qu'on avait constitué. Alors, y0 égale 0. C'est là, sur le tableau qu'on avait fait. Voilà. Donc, qui est égal à la constante K2, d'où K2 égale 0. Donc, y de t, c'est 0. Voilà, on a x de t, on a y de t. Maintenant, on va déterminer suivant l'axe des z. Je sais que Vz de t, alors Vz de t, qu'est-ce qu'on avait? Vz de t, nous l'avons, ici c'est Vz de t égale moins gt plus V0 sinus alpha, on l'a déterminé. Donc Vz de t, c'est moins g de t plus V0 sinus alpha. Autrement dit, qui est aussi égal à dz de t, la dérivée de la position suivant z sur dt, qui est égal à moins g de t plus V0 sinus alpha. Sinus alpha.
Autrement dit, d de z de t est égal à moins g de t plus v0 sinus alpha d de t. Autrement dit, dz de t est égal à moins gt, je distribue le dt là, plus v0 sinus alpha, je préfère mettre une parenthèse pour ne pas confondre alpha avec dt, je vais intégrer cela, intégration, donc chercher la primitive. J'aurai z de t serait égal, suivant les règles des primitives, donc moins 1 demi de gt2 plus v0 sinus alpha t plus une constante k3. Ça, ce sont les règles de calcul des primitives, donc là, la GNT. Voilà, autrement dit, et là aussi, on va déterminer K3, on va les déterminer avec les conditions initiales. On va déterminer K3 avec les conditions initiales. Autrement dit, je sais que AT égale 0, Z0 c'est égal à Z0, c'est égal à H. À H, la hauteur, bon, si je vois AT égale, par le schéma AT égale 0, Z, elle occupe cet espace-là, c'est-à-dire cette longueur, donc il se trouve à H. On l'a fait dans les tableaux, là, ou celui-là qu'on avait fait auparavant, Z0 égale H. Donc je remplace T par 0 là pour déterminer K3. Je remplace, donc Z de 0 serait égal à moins 1 demi de GT0 au carré plus V0 sinus alpha multiplié par 0 plus K3 égale H. On voit que K3 c'est égal à H. Donc l'expression horaire suivant Y serait, suivant Z, pardon, suivant Z serait Z de T égale, on avait dit, moins 1 demi, donc c'est là, moins 1 demi de GT2 plus V0 sinus alpha de T plus notre constante qui est H. Donc on a les trois expressions horaires de la position. Celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Donc j'ai réécrit ici les différentes équations horaires suivant les trois axes. On remarque le YT c'est égal à 0, donc il n'est pas concerné par le mouvement, il est sur le plan X et Z. Voilà les expressions. On nous demande en question B de déterminer l'équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire, c'est-à-dire que les différents points par lesquels va passer le poids. Donc nous allons déterminer une fonction z en fonction de x ou x en fonction de z, mais là c'est plus facile d'avoir z en fonction de x. On a utilisé en orthonormé, on a utilisé z. Donc voilà. On va établir l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire,
En fait, quand c'est un espace croisé, donc le temps n'apparaît pas, le temps n'apparaîtra pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va, grâce à l'expression, on va supprimer t, grâce à l'expression 1, on va tirer la valeur de t qu'on va injecter dans l'expression 3. Bon, l'expression 2 ne nous concerne pas, parce qu'il n'y a pas de mouvement là-dessus. Donc, je vais de l'expression 1, ce qui est x de t, qui est égal à v0 cosinus carré alpha fois le temps, je vais tirer ce temps-là. Le temps va être égal, le temps, donc ça sera x de t sur v0 cosinus alpha. Cette valeur-là, on va l'injecter ici, là et là, et on n'aura plus de temps. Donc, l'expression 3 va devenir tiens, z ne sera plus en fonction du temps t, mais ce sera en fonction du temps, j'écris x, qui serait égal à moins 1 demi de g t, le temps c'est quoi? C'est x, alors je ne vais plus remettre le t là, le x v0 cosinus alpha, le tout au carré, ça c'est le temps, donc c'est celui-là, plus v0 sinus alpha, facteur de ce temps qui est exprimé en fonction de x ici, donc je remplace sur v0 cosinus alpha plus h. Voilà. Donc là, on va réduire tout ça. Ici, je remarque que v0 se simplifie avec ce v0. Sinus alpha sur cosinus alpha, sinus alpha sur cosinus alpha, ce n'est autre que tangente alpha. Donc ici, je fais mon expression z de x, serait égal moins à moins, n'oublions pas, le moins 1 demi de g sur v0 carré cosinus carré alpha x au carré. X au carré, donc z en fonction de x, on voit déjà qu'une puissance au carré là, une puissance 2, qui apparaît, on voit que c'est une parabole c'est clair, c'est une parabole, plus, bon, sinus sur la cosinus, on a dit que c'est tangente alpha, plus tangente alpha x, plus h. Autrement dit, je vais l'écrire plus proprement, ma relation z en fonction de x, c'est égal à moins 1 demi de g v carré cosinus carré fois x au carré, ça c'est la bande x au carré, plus tangente alpha fois x plus h. Ça, c'est l'équation claire mathématique d'une parabole. La trajectoire dessinée par le poids par ce poids est une parabole. Voilà, on a répondu à la question. Donc nous avons déterminé l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire z en fonction de x, qui est une parabole. On nous demande, en question 2, de vérifier que V0 est en réalité égal à 14 mètres par seconde. Alors comment nous allons procéder? Si on regarde l'équation de la trajectoire, donc on nous demande V0. Alpha, on le connaît, cosinus alpha, h, on connaît, qu'est-ce qu'on pourrait... donc on va déterminer une position qui nous arrangerait, qui nous donnerait x et y. Et x et z, pardon. Si je regarde le schéma de la trajectoire du poids, donc il va du point A, il va jusqu'au point M. Cette distance M, on la connaît. Puisqu'on connaît la distance D
la portée du poids, qui est égale à 23,12. On connaît celle-là, on connaît ça. Donc on peut déterminer cette distance qui n'est autre que x. On peut déterminer cette distance-là, qui est x. En fait, quand je connais ce point-là, je connais x, et z, c'est combien? Z, c'est égal à 0. Donc j'aurai au point M, j'aurai x, et j'aurai x et z. Z égale à 0. Donc z égale 0, et x, on va le déterminer. X est égal à OM, qui est égal à OM. Et OM, c'est quoi? C'est CM, c'est la portée. C'est la portée, c'est égal. C'est la portée, c'est D moins CO, moins CB et moins BO. Donc j'ai la valeur de x. Donc j'ai Z et j'ai x. Là, si je fais le calcul, x serait égal à D, donc 23,12, moins, je cherche les valeurs de chacun, moins CB, c'est le rayon, parce que j'ai la cage qui fait ça. Donc CB, c'est le diamètre sur 2, moins BO, c'est égal à 0,35, moins 0,35. Ça me donne 23,12 moins D, moins D, c'est D, le diamètre. On avait dit que le diamètre est égal à le diamètre. On nous a donné le diamètre qui est égal à le diamètre est égal à 2,14 de la cage. 2,14 sur 2 moins 0,35. Après calcul, vous allez trouver, on va trouver x est égal à 21,7 mètres. Donc cette longueur-là, j'ai x, j'ai z égale 0, donc je vais chercher la valeur V0. Je sais que alpha, c'est égal à 45 degrés, d'où, quand c'est un angle de 45 degrés, cosinus 45 est égal à sinus 45, c'est égal à 0,707, et tangente 45, c'est égal à 1. Je remplace tout ça dans l'expression de Lazarev. Je remplace dans l'équation de la trajectoire et j'obtiens la véritable valeur de V0. Alors, donc j'aurai Zx, Z, ça serait égal, donc si je remplace, ça fait Zx, Z égale 0, 0 égale moins 1 demi de G, G c'est 9,8, cosinus carré de alpha c'est 0,707 au carré, fois x2, c'est quoi? C'est 21,7. Ici j'ai V0 au carré. Je remplace et au carré. Plus tangente alpha c'est 1, fois x c'est
21,7 plus h qui est égal à 2,0. Je résous cette équation, je trouve, effectivement, je tire V0 de là, c'est un simple calcul, je trouve V0 qui est effectivement égal à 14 mètres par seconde moins 1. Et on gardera cette valeur pour la suite du problème, parce que c'est la réalité. Voilà. Donc ce n'est pas la valeur dont on a commencé au début. Voilà. La troisième question, c'est, en petit a, on nous demande la durée Tm du déplacement du poids entre A et M. C'est-à-dire que si je regarde mon graphe, c'est la durée qu'il a fait tout ça. Le temps. En fin de compte, c'est le temps, ça c'est c'est sur les trois axes. Bon, il y a les deux axes, l'axe des Y, il ne rentre pas en jeu. Donc, je peux dire aussi, c'est le temps qu'il a fait sur l'axe des X, de 0 à M. 0 à M, on a déterminé, c'est la distance OM, c'est quoi? OM, c'est la distance, on avait déterminé, on a trouvé que OM, c'est égal à 21,7 mètres dans les questions précédentes. OM, c'est tout ça, moins tout ça, donc on trouve 21,9. Donc Gx, c'est la valeur de x. Et x, il s'exprime en fonction, x, j'ai une équation horaire qu'on avait déterminée, x de t par rapport au temps, c'est égal à V0. Maintenant, ce V0, ça va être celui qu'on vient de trouver en dernier, hein, c'est le 14 mètres par seconde. Hein, c'est celui qu'on a trouvé en dernier. C'est cosinus alpha facteur de t. Ça, c'est l'équation horaire suivant x. Donc, je vais chercher le temps pour que l'objet ait fait cette distance de là à là. Ça revient sur les deux axes, cette distance, la projection. Donc, c'est le même mouvement. Suivant x, il mettra le même temps que de là à là que de là à là. C'est le même temps. Donc là, je peux déterminer t. T, c'est égal à xt, x, c'est-à dire 21,7 sur V0, c'est 14 mètres, cosinus de 45 degrés, c'est 0,7,07, et on trouve un temps de 2,2 secondes. Si je refais avec l'expression littérale, t, c'est égal à x de t sur V0 cosinus alpha. J'ai remplacé, voilà, 21,7 sur 14 fois 0,7 fois 7 qui est égal à 2,2 secondes. Donc il met, pour arriver de là à là, il met 2,2 secondes. Nous, on a utilisé l'expression là. On pouvait même utiliser l'expression Y, le temps qui vient de là à là. Bon, on a utilisé la plus simple, qui nous correspond. Et voilà. Question B. La question B, c'est... On nous demande question B, on nous demande la vitesse, la valeur de la vitesse au point M, c'est-à-dire la vitesse ici. La vitesse, elle est tangente à la trajectoire. Elle est tangente à la trajectoire. Je vais, voilà. On nous demande
La valeur de la vitesse V, voilà, j'ai tracé la trajectoire. Bon, il y a un maximum, c'est une parabole. Ici, c'est la vitesse initiale, donc là, hop, ça chute, ça va chuter ici. Ici, la vitesse, en n'importe quel point de la trajectoire, c'est la valeur de la, de la vitesse, elle est toujours tangente à la trajectoire. Ici, donc, elle est tangente à la trajectoire. Donc, cette vitesse Vm, elle a deux composantes. Elle a une composante sur les x, qui est celle-là. Elle a deux composantes sur les x, qui est celle-là. Cette composante-là, je vais appeler Vmx, elle est là, c'est celle-là, et la composante sur z, c'est celle-là. Vmz, c'est la composante de Vm. Si je peux écrire que, si je veux écrire ça, je peux écrire que la Vm en vecteur, c'est égal à Vmx en vecteur plus Vmz. Vmz, c'est un M celui-là. Vmz en vecteur, ça c'est vectoriel. Donc, il suffit que je détermine cette valeur-là. La valeur de, et celle-là, la valeur de Vm, c'est la diagonale de ce triangle. Ça, c'est aussi Vmx. Vmx. Bon, je ne tiens pas compte de Vy, parce que Vy, ça n'existe pas. C'est 0. Vy, dans notre tableau, on a trouvé que c'est 0. Donc, c'est un plan. Le mouvement se fait dans le plan x et z. Donc, ici, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire, bon, si j'utilise le théorème de Pythagore, cette distance-là, cette distance Vm au carré, c'est égal à Vm z au carré plus Vm x au carré. Maintenant, il faut déterminer Vmz et Vmx. Chose facile. Donc, on va déterminer, grâce à nos équations horaires, on peut déterminer ces vitesses-là, sachant qu'au point M, le mobile revient, le poids met de 2,2 secondes. Donc, si je regarde les équations horaires suivant x et suivant y, Vx et Vy, je détermine, j'en place par t, j'aurai cette valeur-là, et je tire la valeur. Donc, on a dit que la vitesse Vm, qui est tangente à la trajectoire, a deux composantes, Vmx et Vmz. Et on sait que ça, c'est pour un temps, c'est au bout de t égale 2,2 secondes. C'est le temps qu'il met, on l'a calculé, pour que la masse arrive, que le poids arrive ici. Il met 2,2. Et si on prend les équations qu'on avait déjà, l'équation horaire de la vitesse, on peut déterminer la composante de x, c'est celle-là, en remplaçant le temps. Ici, elle est constante, donc c'est une valeur fixe. Et en remplaçant le temps ici par 2,2 secondes. C'est le temps qu'il met, même suivant y, pour arriver là. Donc, je peux avoir la valeur de Vz et de Vx. Donc, autrement dit, je peux écrire comme je l'ai écrit ici, bon, comme je sais que c'est la diagonale du triangle,
Donc, je l'ai écrit déjà là. Vm y sur l'axe d'y, le mouvement ne se fait pas sur y. Donc, je sais que vx de t, c'est égal à v0 cosinus alpha. Ça, c'est une constante. Elle est constante, il n'y a pas de temps. V0, on avait dit, on prend la valeur 4, fois cosinus à 45 degrés, c'est 0,707. Vz de t, par rapport à cette équation-là, c'est moins g de t, g c'est la gravitation, plus V0 sinus alpha. Autrement dit, c'est moins 9,8 multiplié par le temps de ce 2,2, c'est le temps qu'il met pour arriver là-bas, c'est le temps qu'il met pour arriver ici, plus 14, c'est la V0, c'est la nouvelle valeur qu'on a pris, la vraie valeur, sinus fois 0, sinus. On a dit que sinus 45, c'est toujours égal, sinus 45, c'est égal à cosinus 45. C'est, voilà, 0,707. Donc, ces valeurs-là, je connais maintenant la valeur Vmx et Vmz. Je connais leur valeur. Si vous faites le calcul, Vmx sera égal, Vmx sera égal à 9,9 mètres par seconde moins 1, et Vmz serait égal à moins, ça c'est la valeur algébrique, moins, pourquoi moins 11,7 mètres par seconde au carré. C'est-à-dire que ici, la valeur, elle est négative, parce que l'axe il est orienté vers le haut, la valeur est négative. On dit bien, elle montre. Et là, elle descend, c'est une valeur négative. C'est pour ça qu'on trouve moins 11,7. Donc j'aurai Vm, suivant le théorème Pythagore, donc on avait écrit Vm carré est égal à Vmx au carré plus Vmz au carré. Autrement dit, Vm, ça va être égal à racine carrée de 9,9 au carré plus moins 11,7 au carré. Et on va trouver une vitesse qui est égale à 15 mètres par seconde moins 1. Donc cette vitesse-là, c'est de 15 mètres par seconde par seconde. Voilà. La vitesse Vm, on l'a déterminée. Bon, nous allons maintenant voir l'aspect énergétique de notre problème. Aspect énergétique. Nous allons étudier cela. Première question, on nous demande, première question, l'énergie cinétique fournie par le lanceur. Je sais que l'expression d'énergie cinétique, c'est quoi? C'est EC, qui est égal à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré.
Ici, si je regarde mon schéma, j'ai le poids sera lâché à partir du point A qui a une hauteur de h égale 2 mètres. Donc, suivant le repère Z, suivant le repère X, c'est à l'origine, et Y. À ce point-là, qu'est-ce qu'on a? La vitesse, c'est V0, et je vais l'appeler l'énergie cinétique ECA, qui correspond à cette position A. Donc l'énergie cinétique sera égale à 1/2, la masse est égale à 7,26 kg, que multiplie par la vitesse. La vitesse, c'est 14 mètres secondes moins 1. Celle qu'on a calculée dernièrement, là, la toute dernière, la véritable vitesse qu'on a ajustée. On trouve, quand on fait le calcul, on trouve 7,11 joules. On a répondu à la question. Deuxième question, A, petit a, on nous demande l'énergie mécanique. L'énergie mécanique de cette masse au point de lancer, A. C'est-à-dire l'énergie mécanique ici. Ici, cette énergie mécanique, je vais l'appeler E mécanique A, c'est-à-dire au point A, E mécanique au point A, elle est là, serait égale à l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle au point A. Donc l'énergie potentielle, c'est dû à la hauteur H, et l'énergie cinétique, c'est celle qu'on vient de calculer. Alors, on va déterminer l'énergie, bon, ECA, on sait que ECA est égal à 711 joules, et EPA, on va le calculer. EPA, c'est quoi? C'est M, la masse M, elle est là, la masse mgh. EPA, c'est le poids, mg, c'est le poids, fois la hauteur. Or, le poids, la masse, je connais, c'est 7,26, qui multiplie par 9,8, qui multiplie la hauteur qui est de 2,0 mètres. Bon, je trouve un résultat qui est joule. D'où l'énergie mécanique au point A correspond à 711 joules plus 143 joules, ce qui me donne 143 plus 711 égale 854 joules. 854 joules. Donc l'énergie mécanique est égale à 854 joules à ce point-là. On nous demande de déterminer la valeur de la vitesse au point M. On nous demande, toujours la vitesse est toujours le vecteur vitesse est toujours tangentiel à la trajectoire. Donc la vitesse, on nous demande, ça c'est V grand M. La valeur de cette vitesse-là. Que faire? Nous savons une chose. Dans un système isolé, c'est-à-dire dans un système où les forces de frottement n'existent pas,
il y a conservation de l'énergie mécanique durant tout le mouvement. Toujours en absence d'énergie. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie mécanique, à tous les points, ces énergies mécaniques, elle est constante. C'est la même ici, c'est la même là, c'est la même ici, c'est la même là, c'est la même là, etc. Et ici aussi. Donc l'énergie mécanique ici, puisqu'on nous demande l'énergie, elle est la même là et la même là durant toute la trajectoire. Donc, nous, on nous demande la vitesse ici. Ici, l'énergie mécanique ici, elle doit être la même que ça. Donc l'énergie. Donc, je mets une flèche. L'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point M. L'énergie mécanique au point A, je la connais, c'est 800. On a trouvé, c'est 854 joules. Et l'énergie mécanique au point M, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique au point M plus l'énergie potentielle au point M. Or, ça, l'énergie potentielle ici est égale à quoi? Elle est au niveau 0. Elle est égale à 0. Ça n'existe pas. Donc, l'énergie potentielle ici, donc l'énergie 854 joules, c'est égal à l'énergie cinétique au point M. Puisque l'énergie potentielle ici, E, P, M égale 0 parce que c'est le niveau 0. C'est ce niveau-là. Ici, à ce niveau, l'énergie potentielle est nulle. Donc, l'énergie cinétique au point M, c'est quoi? C'est 1/2 de M fois la vitesse ici, au point M. Donc, c'est ce qu'on recherche. On recherche cette vitesse-là. On recherche cette vitesse. Qui est facile, ce simple calcul me donnerait, que l'énergie cinétique au point M, c'est égal à 1/2 de M, la vitesse au point M, donc au point M, au point là, au carré, qui serait égal à l'énergie mécanique, 854 joules. D'où je peux tirer V carré M, c'est égal à 854 fois 2 sur la masse du poids. La vitesse Vm sera égale à la racine carrée de 854 fois 2 sur M, qui me donnera une valeur de 15 mètres seconde moins 1. Ce qui est la même valeur qu'on a trouvée avec les équations horaires. Donc la façon dont on a vu avec l'aspect énergétique et l'aspect des équations à la cinématique, les équations horaires. Donc le résultat est cohérent. Cohérent